Les gens sont fous. Moi, je me rappelle, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à en parler. C'est j'avais posté une photo avec ma maman sur les réseaux sociaux. Et donc, j'étais en tournoi, je perds un match. Et il y a un gars sur Instagram qui m'envoie un message avec la tête de ma maman photoshopée dans un cercueil. Oh my God. Et là, je me suis dit, oula, la personne, bon, après, elle prend le temps de m'écrire, mais elle prend en plus le temps de faire un montage. C'est vraiment que ça doit... Ah ouais. On en parlait en off en disant que les joueurs de tennis, on dirait qu'elles circulent. Les joueurs en général circulent tout le temps et n'ont pas de chez eux, quoi. Ouais, on n'est jamais chez nous. On vit vraiment avec une valise dans les hôtels aux quatre coins du monde. Et c'est sûr que moi, personnellement, ça m'a fait énormément de bien d'avoir vraiment une routine, un quotidien normal, de pouvoir être chez soi, de pouvoir cuisiner, de pouvoir passer du temps chez soi. Et moi, ça m'a fait énormément de bien. Ouais. Ouais. Au niveau de votre métier, qu'est-ce qui vous passionne le plus, Isaline et Amanda, dans votre métier? Qu'est-ce qui vous passionne le plus jusqu'aujourd'hui, après la carrière que vous avez, Amanda? Ouais, c'est rencontrer les gens et l'impact que ça leur fait. Ce que je dis à travers mes chansons ou bien mes accomplissements. C'est vraiment rencontrer les gens. C'est ça. Toi, Isaline? Moi, c'est déjà de voyager, d'arriver à découvrir le monde, différentes cultures, rencontrer des personnalités différentes aux quatre coins du monde. Et puis, petit à petit, se rendre compte aussi que y a des gens plus jeunes qui nous prennent comme exemple et on espère donner le meilleur exemple possible. Vous êtes consciente de ça, du fait qu'il y a déjà des gens qui vous prennent en exemple à votre stade, et est-ce que ça vous apporte une pression supplémentaire ou est-ce que c'est une fierté, un privilège? C'est une fierté, en même temps c'est un devoir, je pense, de tout le monde. Et après, chacun, on est tous équipés, je pense, pour notre mission, quelque part. Et je ne le prends pas comme une pression, vraiment pas. Vraiment, c'est un truc que je marche tous les jours en me disant, OK, je dois faire attention. Et voilà, mais ce n'est pas une pression. C'est plus un devoir. Ouais. Je parlais de métier, mais en fait, est-ce que pour vous, même c'est un métier, ce que vous faites, ou est-ce que c'est plutôt une passion? Est-ce que c'est un plaisir? Et même Polo aussi, c'est une question pour toi. Quand on fait ce que vous faites, est-ce qu'au final, ça reste encore un métier de chanter, de faire du sport? Isaline? Moi, en toute honnêteté, ça a été une passion pendant énormément d'années. Et maintenant, je suis plus proche de la fin de ma carrière que du début. Et donc, pour moi, à l'heure actuelle, ça reste une passion, bien évidemment. Mais ça en est devenu mon métier, quoi. Et mon gagne-pain. Ouais. Ça, en fait, moi aussi, c'est la même chose, en fait. Ça commence avec la passion reste. Puis après, quand tu grandis, tu prends conscience que c'est aussi ton métier, quoi. Et toi, Isaline, tu as le temps encore, avec tous les voyages que tu fais, de quand même découvrir les pays où tu te rends, des cultures, etc. Est-ce que tu n'es pas... Parce que j'avais entendu un tennisman dire qu'il passe sa vie dans les hôtels, et donc il passe d'hôtel en hôtel, mais est-ce que tu as cette opportunité de pouvoir sortir quand même, aller à la rencontre des gens? Je dirais que les 8 premières années de ma carrière, j'étais vraiment concentrée sur aller au club, m'entraîner, revenir, me reposer. Puis je me suis rendu compte que j'avais passé du temps dans énormément de pays, mais que j'avais jamais vraiment rien visité. Et là, ça fait 2 ans où je me dis que c'est pas parce que je vais aller me promener, je sais pas moi, dans Central Park à New York, que mes performances vont être moins bonnes. Et j'ai appris les 2 dernières années à un petit peu plus prendre de temps en dehors du terrain, à la place de rester devant ma télé sur Netflix. Et ça me fait énormément de bien aussi de me changer les idées et de pas toujours être focus sur la même chose. Mais 2 ans, ça correspond un peu justement à comment a introduit Nathan, c'est la période du Covid. Est-ce que ce Covid-là, pareil pour toi, Amanda, ça a reformaté un peu votre manière de penser, de vivre un peu peut-être aussi votre passion, de pouvoir essayer de se focaliser sur d'autres choses afin de peut-être redécouvrir, redonner un boost en fait à ce que vous faites?
Moi, je me suis surtout rendu compte que s'il n'y avait pas le tennis, j'avais pas énormément de choses à côté parce que j'ai pas le temps de passer énormément de temps à la maison, de faire des choses en dehors du tennis. Le tennis, c'est toute ma vie, j'y passe mon quotidien. Et c'est sûr que d'avoir du temps pour soi, ça m'a permis de me concentrer aussi sur mon après-carrière et de découvrir différents endroits, différentes cultures et d'ouvrir un petit peu plus mon horizon. Ouais, pareil. Moi, Covid, ça m'a aidé à apprendre à plus prendre soin de moi, plus penser à moi. Parce qu'en fait, je pensais plus mécaniquement par rapport à ma carrière, par rapport aux gens en fait, qui dépendaient de ma carrière. Mais je ne pensais pas à moi, à mon bien-être. Et comme elle aussi, ça m'a permis aussi de penser à d'autres options de business, en fait, parce que, en gros, qui dit pas de concert, il faut que les entrées viennent d'ailleurs, en fait. Tout à fait. Donc, du coup, ça m'a permis de réfléchir à d'autres choses, voir d'autres possibilités, commencer à penser à des collabs, etc. Donc, vraiment exploiter, en fait, tout ce qui est exploitable avec ma carrière et avec le fait qu'un artiste, c'est un produit. Et comment on arrive, toi, justement, en tant qu'artiste solo, à faire comprendre peut-être à ton équipe qui t'entoure que tu veux, entre guillemets, penser plus à toi, parce qu'eux, ils vont se dire, mais nous, on pense déjà à toi. C'est sûr. En fait, il faut l'imposer. Non, mais voilà, il faut l'imposer. En fait. Je veux dire, là, clairement, de base, c'est la vision de l'artiste, mais le bien-être de l'artiste, c'est ce qui importe le plus. Donc, moi, je l'ai simplement dit, j'ai besoin de temps pour moi, en fait. Et ils ont dû aller avec. Et ils n'avaient pas trop le choix. Donc, j'ai commencé à prendre du temps, voyager, je veux dire, aller au spa, aller avec des copines, on part pendant une semaine et voilà, je disparais. Avant ça, c'était impossible. Non. Impossible parce qu'on te l'a posé ou parce que toi, tu te l'imposais? Parce que j'acceptais qu'on l'impose. Donc, on a des objectifs, évidemment. Donc, à cause de ces objectifs-là, on se fixe des choses à faire donc, dans le calendrier. Et du coup, tu es tout le temps occupé, en fait. Et tu n'as jamais le temps vraiment de te reposer. Socialement, c'était compliqué, en fait. Donc, tu parlais de disparaître. Oui. C'est un besoin pour un artiste qui est exposé comme tu l'es? C'est pas seulement un besoin pour un artiste, c'est pour tout le monde, en fait. Je veux dire, on n'a pas forcément de vie sociale. Enfin, en tout cas, moi, j'avais pas forcément de vie sociale. Et du coup, j'avais besoin d'avoir à nouveau ce temps-là avec ma famille, avec mes potes, rencontrer de nouvelles personnes, pas seulement graviter autour de mes collègues. Ouais. Donc, c'est important. Ouais. Isaline, tu as commencé à l'âge de 7 ans, du coup, le tennis. Est-ce que dès que vous étiez petite, vous avez toujours voulu faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire jouer au tennis et chanter? Je vais commencer avec toi, Isaline. Non, moi j'ai commencé le tennis comme n'importe quel autre sport. Je n'avais pas spécialement cet objectif-là en tête. C'est sûr qu'à l'âge de 14 ans, quand je suis partie habiter aux Pays-Bas et que j'ai pris vraiment la décision de me concentrer à 100% sur le tennis, c'est là où j'ai vraiment commencé à construire petit à petit ma carrière et à me fixer des objectifs. Et comme ça, c'est plutôt pas trop mal passé, j'ai continué à me fixer de nouveaux objectifs et je me suis rendu compte que oui, c'était potentiellement faisable d'envisager une carrière de joueuse pro. Et toi, Amanda? Depuis toute petite, tu as toujours voulu chanter? J'ai toujours été passionnée par la musique, mais je ne pensais pas en faire ma carrière. Okay. Je suis d'une famille d'universitaires, donc du coup, faire de la musique, c'était même pas une option. C'est vrai? Je devais être soit docteur, soit médecin. C'était perçu comment d'ailleurs le pas un métier, choix ça, en fait. C'est comme jouer au foot, c'est pas un métier. Hobby. C'est ça? Non, je devais être soit docteur, soit médecin. Ah ouais? D'ailleurs, j'étais en latin sciences en secondaire. Okay. Et puis j'ai terminé en langue germanique. Mais pour dire, j'ai toujours aimé la musique. J'ai toujours été passionnée par la musique. J'ai peut-être toujours rêvé inconsciemment être sur scène un jour et devant des foules et des foules de personnes. Mais sincèrement, quand je me voyais plus tard, donc le métier que je ferais qui me rapporterait de l'argent, c'était soit médecin, soit docteur. Jusqu'à ce que j'ai l'opportunité de travailler avec les grands de la musique française et ailleurs, et que j'ai
compris qu'en fait, c'était possible de gagner bien, très très bien sa vie avec la musique. Et du coup, c'est là que je me suis dit, pourquoi pas. Et parmi les grands de la musique française, il y a Francis Cabrel, je pense. Oui. Tu as dit dans une interview que tu as appris l'humilité à côté de lui. Oui. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qu'il gagne et son statut, en fait, dans la musique française, c'est littéralement une légende de la musique française. Et avec tout ça, il prend le temps de manger avec son équipe. Il fait en sorte que tout le monde ait tout ce qu'il faut, que les gens aient à boire, à manger. Par exemple, nous... on était pratiquement logés à la même enseigne que lui. Donc, si... tu étais choriste Oui, j'étais choriste. Ouais. Et donc, du coup, si... par exemple, ce qui m'étonnait, c'est si, par exemple, on avait un concert dans une salle dans X ville et qu'il n'y avait pas suffisamment de chambres d'hôtel pour toute l'équipe dans l'hôtel le plus proche de la salle, s'il fallait qu'on trouve un hôtel qui se trouve à 30 minutes ou à 1 heure pour qu'on soit tous ensemble logés à la même enseigne, on le faisait. Ah oui. À sa demande. Wow. Ouais. Ça t'a marqué, du coup, forcément. Oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que lui, il aurait pu être dans son bel hôtel à côté de la salle, pas trop se prendre la tête, et nous envoyer hyper loin pour que... Mais non. Qu'il y a quelqu'un comme ça, justement, dans votre carrière qui vous a fait grandir au-delà des cours de tennis, de la scène ou même du terrain de foot, quelqu'un qui vous a fait grandir comme ça, humainement, à cause des leçons de vie qu'il a pu transmettre autour de vous, Isaline? Oula, j'ai pas une personne qui me vient en tête. Je dirais peut-être bêtement ma maman. C'est une personne qui a dû s'occuper de ses enfants et qui a dû sacrifier aussi sa carrière professionnelle. Et, aussi du tennis? Non, elle avait un métier, elle était prof dans une école, mais elle a dû sacrifier entre guillemets son boulot parce que mon papa avait un métier qui lui prenait énormément de temps. Et puis, il y a les pépins physiques, les pépins personnels que toutes les personnes peuvent avoir. Et malgré ça, elle a toujours réussi à sortir un petit peu la tête de l'eau et à montrer que c'est pas parce que tu as un échec ou que tu as une période compliquée dans ta vie que ça doit durer, quoi. Et c'est aussi ce que je me dis dans ma carrière. J'ai pas toujours eu une carrière très facile, j'ai pas toujours eu de très bons résultats. Il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué et qui m'ont souvent dit d'arrêter, que c'était pas fait pour moi. Et puis je me suis rappelé que tout le monde a des périodes un peu plus difficiles dans sa carrière et qu'on s'en sort toujours, en fait, et qu'il n'y a rien à faire. Si on continue à bosser et à y croire, tout est possible, en fait. Polo, vas-y. Moi, j'aurais juste une question, c'est comment à 14 ans, tu quittes la maison à 14 ans, c'est ça, pour aller aux Pays-Bas, t'es de Liège, moi j'ai fait Sainte-Véronique, il y avait une option sport-études tennis. Comment est-ce qu'à 14 ans, est-ce que le choix des Pays-Bas, il est venu à toi? Est-ce qu'on est venu te solliciter? Est-ce que c'est toi qui as cherché? Est-ce que tu n'as pas à un moment donné, tu t'es pas dit, c'est peut-être mieux que je reste ici? Parce que finalement, peut-être ma maman, elle se sacrifie déjà beaucoup. Parce que finalement, quand on est ado, on comprend vite certaines choses. On se dit, allez, je ne vais pas imposer ça non plus, mais le feu de la passion t'a amené à faire ce choix-là, accompagné du fait que ta maman t'a toujours soutenu. Comment est-ce que ça se passe à ce moment-là, ce départ? Il faut savoir, donc jusqu'à mes 14 ans, je me suis toujours entraînée en Belgique. Un de mes rêves, c'était d'être prise à la fédération francophone et de rentrer là-bas en internat, sauf que les choses ne se sont pas faites parce que j'avais un caractère un petit peu trop fort. Trop fort pour... Laisse pas faire, hein. Non, tu dis les choses, quoi. Trop fort pour rentrer dans cette case, en fait, fédérale. Et du coup, j'ai un petit peu analysé les options et pour moi, il y a une dame que j'ai rencontrée en tournoi qui a été mon entraîneur pendant 10 ans.
une ancienne joueuse pro, Noël Van Notum qu'elle s'appelle, et elle avait une académie aux Pays-Bas et elle m'a un petit peu vendu son projet, son académie, et ça m'a directement plus parlé. J'avais vraiment l'impression que c'était une chose qui me représentait plus, qu'on n'allait pas essayer de me mettre dans une case. Mais après, les Hollandais sont connus pour être aussi directs, hein, donc peut-être tu t'y retrouvais aussi. Et je me suis vraiment retrouvée et on n'a pas essayé de me changer en fait. On m'a gardée telle que j'étais. On savait que des fois ça pouvait être un petit peu plus compliqué sur un terrain. Et je pense que c'est ce qui fait ma force aussi à l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai gardé ma réelle identité avec mon fort caractère. C'est sûr que ça a pu parfois me causer des torts, mais je pense que Ça t'amène quelque part. que voilà, ça t'amène aussi. Et pour être sportif de haut niveau, je pense qu'il faut être un tout petit peu dingo en fait dans sa tête et avoir vraiment une identité et un caractère pour arriver à subir, entre guillemets, tout ce qu'on attend de nous au quotidien. Ouais, Sinon, les gens, ils vont te manger. Si tu n'as pas un peu de personnalité, les gens, ils vont te manger. Ouais. Ouais. C'est ultra concurrentiel, hein, surtout dans un sport comme le tennis qui est individuel. Je pense que ce caractère-là, ça a dû être une carapace qui t'a plusieurs fois sauvé, parce qu'on ne s'en rend pas compte, hein, mais le fait que tu aies intégré le top 100 à un moment donné, on ne se rend pas compte à quel point c'est... On parle de la crème, là. Sans top 100 même, c'est pas simple du tout. Parfois, on parle de, le numéro 858e mondial. Enfin, ils sont des milliers et des milliers. Donc, être top 100, c'est comme quelqu'un au Tour de France qui arrive juste à concourir au Tour de France. C'est pas rien du tout. Donc, je pense qu'on devrait apporter plus de respect à des personnes comme vous, justement, qui font une carrière solo. Comme tu l'as dit, parfois, on te critiquait, on te disait d'arrêter. Mais ce genre de critiques-là aussi dures, elles viennent de qui finalement? C'est quoi? C'est des spectateurs? C'est qui se permettent ce genre de choses? Et parce qu'il y a un truc qui vous réunit tous les deux, je trouve, c'est que vous êtes la cible de beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Ouais. Isaline, en 2019, tu as fait, je ne vais pas dire un coming out, mais tu as fait une vidéo qui a fait un grand bruit, où tu as révélé les choses qu'on a dit sur toi, justement pour rejoindre ce que Cédric a dit. Qui a dit, pas qui a dit quoi, mais qui étaient ces personnes qui te critiquaient? Je pense que les personnes qui me critiquent ou qui m'ont critiqué, c'est les parieurs. Ouais. En grande partie, les parieurs sportifs qui parient sur mes matchs. Après, il y a énormément de personnes qui suivent le tennis, des gens qui n'y comprennent pas toujours grand-chose. Et puis, il y a ce grand problème des réseaux sociaux. Tu as le droit de t'exprimer, et donc tout le monde pense que tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, C'est la vérité. C'est la vérité. Et je pense que la critique est beaucoup plus ouverte à l'heure d'aujourd'hui, et les gens se permettent beaucoup plus de choses. Après, c'est sûr qu'il y a les médias aussi qui peuvent porter leur attention sur certaines choses, mais à l'heure d'aujourd'hui... C'est très fort ce que toi tu as vécu particulièrement, enfin moi qui ai vu la vidéo de ce que tu as dit en 2019. Est-ce que ça te pousse à te forger une carapace au final Mais oui, c'est comme je l'ai dit, quand on commence une carrière de joueuse pro, on n'est pas du tout préparé à ce genre de propos. On en a discuté aussi, mais ça me touchait moi, mais ça touchait aussi ma famille, tous mes proches, parce que je suis une personnalité publique et je publie aussi sur mes réseaux sociaux ma famille. Et donc, indirectement, ce sont des cibles. Et c'était ça le plus compliqué, je pense, c'est qu'on attaque ma famille. Et puis, on m'attaquait sur mon physique, on m'attaquait sur des choses qui n'avaient finalement rien à voir avec mon tennis. Et dans un premier temps, tu te mets un petit peu à douter et un petit peu douter de toi et de tes capacités. Et puis, tu te rends compte que les gens n'y connaissent souvent pas grand-chose, qu'il y a des gens qui sont accros aux paris sportifs aussi, et que c'est à l'heure d'aujourd'hui un réel problème, je pense. Donc c'est sûr que tout ça joue. Après, j'ai appris à prendre un petit peu de recul et à me dire que les seules critiques que j'accepte, c'est les critiques vraiment importantes de mes proches et des gens qui me veulent du bien, en fait. Amanda, on se crée aussi une carapace quand on a des critiques sur les réseaux? Oui.
Franchement, il faut faire. Tu fais attention, quoi. Bon, moi, perso, au début, j'étais un peu maso. Donc, je lisais tous les commentaires. Je voulais savoir. Il y a une période, tu as d'abord essayé de résister, puis tu as craqué, Ouais. ou dès le début Non, dès le début. Ah, ok. Dès le début, oui, parce qu'en fait, on est un peu au four et moulin. Donc, comme j'étais ma propre productrice au départ, donc voilà, je voulais savoir un peu tout ce qui se passait, tout ce qui se disait. Et c'est sûr, oui, voilà, on ne fait jamais l'unanimité. Donc, je voyais ce que certaines personnes disaient. Il y a certains trucs qui me faisaient rire, d'autres trucs un peu moins. Parce que quand j'ai eu l'occasion de passer sur le JT de RTL, j'ai commencé à recevoir des sérieuses, des messages de racisme. Donc, c'était plus des messages de personnes traditionnelles qui n'aimaient pas ma manière de faire dans la musique ou ma manière de m'habiller ou quoi. Mais c'était vraiment des personnes qui maintenant s'attaquaient à ma culture, ma couleur de peau, etc. Et donc, on m'a traité de macaque et plein d'autres trucs dans les messages. Et bon, là, à ce moment-là, je me suis dit, ah ouais, on est en 2022, 2021, 2020, et il y a encore ce genre de messages. Et ça pique, c'est vrai, mais après, encore une fois, quand tu sais qu'il y a des gens qui sont atteints en fait, derrière les écrans et qui n'ont pas forcément toute leur tête, et quand on a le discernement de voir qu'en fait, ce que les personnes disent en fait, ne sont pas des critiques constructives, mais c'est vraiment des avis subjectifs, quoi. Donc, donc voilà, il faut juste essayer de se détacher du truc et voilà, pas le prendre personnellement. Vous parlez tous les deux du recul, c'est simple à faire? C'est simple à avoir du recul face aux critiques? Moi, honnêtement, j'ai dû en discuter avec une psychologue qui m'a appris à gérer la chose parce que je lisais tout et j'avais tendance même à répondre aux gens. Ah, ok, donc toi, c'est l'étape encore après. Moi, ça m'arrive aussi des fois. En De fait, des répondre fois, aussi. quand c'est trop... Des fois, quand c'est trop... Tu vois, Ouais. Je pense qu'il suffit qu'un jour, tu ne te lèves pas du bon pied, juste un tout petit peu, quoi. Et tout ton téléphone est là. En parlant de ça, tu vois, ma femme, donc, elle est aussi sur les réseaux. Et donc, elle avait son compte ouvert. Et elle avait quand même un peu beaucoup de followers. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, je ne sais plus quoi, elle a supprimé tout le monde. C'est pas vrai. Elle a supprimé, elle a dit, j'ai que les gens que je connais, quoi. Ah ouais? Tu vois, elle a supprimé, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Wow. Tu vois. Elle s'est mise là, je crois qu'elle a passé 3-4 heures. Elle avait à cette époque-là 7000 abonnés. Wow. Elle a supprimé, je crois, même 5, mais elle était là comme ça. Tac, tac, je connais pas, bam, je connais pas. C'est pas vrai. Ouais. Tout ça pour avoir une protection. Ouais, autour aussi, d'elle, ouais. Tu vois, et je crois que les femmes aussi, ça touche plus, je pense, que l'homme aussi. Je crois. Même si des fois, l'homme, ça touche, il fait semblant. Mais les femmes, je crois que c'est encore un peu Mais plus. je crois qu'on est sur de la méchanceté gratuite, en fait. Ouais, voilà. Et je pense que concernant les femmes, j'ai ce sentiment, que vous confirmerez ou pas, mais comme le dit Polo, j'ai l'impression qu'elles, on s'attaque. C'est limite de l'acharnement, en fait, par moment. Ou comme l'a dit Isaline, ça peut... on s'en prend à ton physique. Ouais. Je veux dire, on est sur des choses qui sont totalement subjectives. Ça n'a rien à voir avec, en fait, le métier de la personne, en fait. Je veux dire, on ne l'attaque pas sur sa voix, mais on va l'attaquer sur son physique, sur son vêtement, on est sur des choses où on veut... Là, ici, on veut détruire la personne. On ne veut même pas essayer de... Mais les gens sont fous. Moi, je me rappelle, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à en parler, c'est quand j'avais posté une photo avec ma maman sur les réseaux sociaux, et donc j'étais en tournoi, je perds un match. Et il y a un gars sur Instagram qui m'envoie un message avec la tête de ma maman photoshopée dans un cercueil. Oh my God. Et là, je me suis dit, oula, la personne, bon, après, elle prend le temps de m'écrire, mais elle prend en plus le temps de faire un montage. C'est vraiment que ça doit... Ah ouais. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais en parler parce que en interne, tous les joueurs et joueuses s'en parlaient entre eux, mais personne en parlait dans les médias parce que pour nous, c'était normal. On reçoit des milliers de messages à chaque match, peu importe si on gagne ou si on perd. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, les choses bougent un petit peu plus, même si le problème reste énorme. T'as porté plainte ou pas?
J'ai été porter plainte et récemment, justement, je le racontais, j'ai une personne qui me harcelait et qui m'envoyait tout le temps des messages. Et normalement, sur les réseaux sociaux, c'est souvent des faux profils. Et donc, je cliquais sur les profils et j'avais jamais... Enfin, c'était une personne qui suivait personne. Et là, par hasard, la personne, c'était un gars qui avait laissé son profil ouvert avec son nom, etc. J'ai été regarder son profil sur LinkedIn et j'ai vu où il travaillait. Wow. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai posté une story sur Instagram et j'ai tagué, donc il travaillait pour un club de handball en France comme commercial. Et j'ai tagué le club et j'ai mis « Est-ce que vous cautionnez ce genre de comportement dans votre entreprise ?» Je ne pense pas. Puis il y a tout le monde qui a commencé à reposter en disant « honte », enfin on connaît. Voilà. Et ils m'ont directement envoyé un message sur Instagram en me disant « Écoutez, on va régler ça en interne, on s'excuse vraiment. » mais supprimer cette story. Et donc, supprimer cette story? Je l'ai supprimée. Et ils m'ont envoyé un message. Et la directrice du club m'a envoyé un message et m'a dit voilà, on s'excuse au nom du club. La personne qui vous a écrit a été virée de notre boîte. On s'excuse. Et le gars m'a envoyé un message et m'a dit voilà, je suis accro aux paris sportifs, je m'excuse. Je n'ai pas réussi à me contrôler, c'est vraiment un problème qui ruine toute ma vie et je m'en excuse vraiment. Aujourd'hui, j'ai tout perdu, j'ai perdu mon boulot, j'étais en stage dans ce club-là, c'était un rêve de gosse et j'ai plus rien, j'ai tout perdu à l'heure d'aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais arriver à retrouver du boulot comme ma réputation est ruinée. Et je m'en suis même mise à m'en vouloir, en fait, d'avoir signalé. Oui. Et puis, mes proches m'ont dit, écoute, quand il insultait toute ta famille et qui te traitait de tous les noms, pendant, pas une fois, mais pendant des semaines, il s'est pas posé cette question-là, donc tu ne dois pas t'en vouloir. Ouais, non, tu ne dois pas t'en vouloir. Après, je pense que voilà, on mérite tous une seconde chance, mais on récolte ce que l'on sème. Hein. C'est ce qu'il a semé pendant plusieurs fois. Et puis, à un moment donné, je pense que s'il n'y a pas des gens comme toi qui est, on va dire, une locomotive dans ce genre de choses, il n'y aurait pas eu ce genre de choses. Et je pense qu'il va apprendre de cette histoire. Et d'autres aussi, peut-être, vont se dire, peut-être là, je vais me calmer. Tu vois ce que je veux dire donc, Mais tu as déjà eu envie d'arrêter de chanter avec les critiques? Ça t'est déjà arrivé d'être démoralisé? Pas à cause des critiques, non, à cause du poids du métier. Ouais. C'est-à-dire tout ce que ça représente, le temps, l'énergie. Oui, il y a aussi les critiques. C'est pas vraiment les critiques, mais c'est la gestion des gens. Voilà. Donc, quand on sait en soi que la carrière, on la commence parce que on est seul avec nous-mêmes et c'est une décision qu'on prend pour nous-mêmes d'abord et parce qu'on a une mission, mais tout le poids en fait que ça comprend, donc les gens avec qui tu travailles et le public et l'appel, tout en fait, c'est très lourd. Et le milieu, t'as pas, parce que le milieu de la musique pourrait avoir été un peu, c'est un milieu très, on va dire, concurrentiel avec énormément, comme tout milieu qui génère son économie, qui génère pas mal d'argent, il attire pas mal de personnes mal intentionnées. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça? Oui, comme tout le monde. Ouais. Est-ce que ça a altéré, affecté ta passion pour le chant? Oui. Clairement. Oui. Mais comment est-ce qu'on arrive à se sortir de là? Est-ce qu'à un moment donné, tu as eu à prendre des décisions parce que sinon tu allais droit dans le mur et ce milieu-là allait te ronger? En effet, oui. Mais clairement, j'ai dû penser à moi. J'ai dû penser à moi d'abord et surtout me recentrer par rapport à mes objectifs, par rapport à la vision que j'avais de départ sur ce que je devais faire pour ma vie. Et ouais. Donc s'il fallait faire des coupures, s'il fallait faire des séparations, elles ont dû être faites pour que je puisse avancer. Et justement que je retrouve, on va dire, Il fallait que tu retrouves ce pourquoi tu t'étais lancé. Exactement, en fait. Et est-ce que durant un certain temps, ça veut dire que tu as eu l'impression que tu t'étais perdu?
pas perdue, mais que j'étais étouffée. Mhm. Voilà. Par qui des personnes, par la pression. Partout. En fait, quand on est quand on est un personnage public, on va dire notre vision, notre mission est mélangée avec les attentes des gens. Mhm. Et du leurs coup, des intérêts. fois, et leurs intérêts. Et du coup, à un moment donné, on peut, consciemment ou inconsciemment, se retrouver à plus faire plaisir à ce que les gens veulent, plutôt que de faire ce qu'on doit faire. Mhm. Et du coup, je me sentais un peu étouffée parce que des fois, je me disais, bon, je vais peut-être pas faire ça parce que ça va être mal pris, ou je vais peut-être pas faire ça parce que l'équipe va peut-être pas comprendre. Mais en fait, il n'y a rien à faire. Quand tu as un appel ou quand tu sais que tu dois aller dans une direction ou tu dois faire quelque chose, c'est là où se trouve ton épanouissement. Enfin, il faut le faire en fait. Si tu le sens dans tes tripes et que tu sens en fait, ton esprit te parle et te dit voilà, c'est par là, tu vas par là en fait. Mhm. Et à force de vouloir faire des concessions pour les gens, c'est là qu'après on se retrouve frustré et étouffé. Du coup. Et c'est un peu ça qui m'a obligée un peu à me recentrer. Mhm. Et du coup, à penser à moi et en fait, non, mettre un stop là où il fallait mettre des stops et regarder devant. Mais parce que moi, je me pose la question parce que ce soit Isaline ou toi, vous êtes, on va dire, seul sur votre scène, hein. Toi sur le cours ou elle quand tu es devant les gens. On a vu dernièrement que quand Nafissatou Thiam elle a annoncé son changement de coach, ça a touché un peu les gens parce que finalement on l'associait systématiquement à son coach. C'était un duo, que ce soit toi ou Isaline. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dû, alors qu'on vous associait à un certain type d'équipe, de duo, de coaching, d'entourage, vous avez dû à un moment donné casser? Et comment est-ce qu'on le fait? Surtout quand finalement on est entre guillemets seul. C'est vous qui devez prendre la décision. Comment on fait passer ça? Moi, je dirais que ça m'est arrivé avec la coach avec qui j'ai commencé à l'âge de 14 ans jusqu'à mes 23-24. C'est vraiment la personne qui m'a formée, qui m'a amenée dans les grands chelems, à Roland-Garros, etc. Et puis au moment où ça devenait un petit peu intéressant, au final, je me suis séparée d'elle parce que j'avais vraiment l'impression que j'avais besoin de nouvelles choses, d'une autre personne à mes côtés. Et ça a été énormément critiqué en me disant que je n'étais pas du tout reconnaissante du travail qu'elle avait pu faire. Après, je savais que ça n'enlevait en rien tout ce qu'elle avait fait pour moi et que je lui en étais vraiment très reconnaissante. Mais pour ma carrière personnelle et mon bien-être, j'avais besoin d'un nouvel encadrement, d'un nouveau staff. Et j'ai fait le meilleur choix pour ma carrière et pour être la plus performante possible. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, je lui en suis très reconnaissante et elle a sacrifié aussi énormément de choses pour ma carrière et pour m'amener là où je suis à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est sûr que ça peut être compliqué parce que les gens critiquent, mais ils ne connaissent pas toujours ce qui se passe réellement à l'intérieur. On voit ce qui se passe un petit peu dans les médias ou bien sur les réseaux sociaux. Mais ce qui se passe réellement à l'intérieur du groupe, ils ne s'en rendent pas compte. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se poser la question et se demander ce qui est bon pour soi, en fait. Moi, ça a été le cas et j'avais besoin d'une nouvelle personne, d'une personne qui allait peut-être me dire exactement la même chose, mais peut-être me l'amener différemment, parce que j'avais l'impression que je l'écoutais plus et que j'étais arrivée à mon plafond avec elle. Mais c'est pas pour autant que non, pas reconnaissante. Voilà, je suis pas reconnaissante. Ouais, tout à fait. Et toi, t'as eu ça aussi bon, toi, c'est plus, on parle là plus d'un groupe ou plutôt d'un label dans le style musical. Est-ce que toi, à un moment donné, t'as dû aussi dire, bon, on change d'écurie, ou alors quitte à, je me retrouve seul, mais je veux recommencer step by step? Aussi, pareil. Enfin, j'ai dû apprendre à me séparer. Moi, je me rendais compte que, comme elle, on arrivait à un seuil, en fait, un plafond. Et moi, j'ai pas peur des saisons. Du coup, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, moi, je suis croyante. Donc, du coup, je sais que Dieu nous équipe, en fait, pour tout ce par quoi on a passé. Et du coup,
je suis quelqu'un, je sais que si une personne est là, c'est pas forcément qu'elle doit être là pour toute ta vie, mais elle peut juste être là pour une saison, en fait. Donc, on s'apporte tout ce qu'on peut s'apporter pendant une saison. Et après, si on a passé un autre step, ces personnes-là, tout comme moi, on doit comprendre et accepter que c'est le moment de se séparer pour le bien de tous et que chacun puisse avancer dans sa direction. Donc voilà, donc moi aussi très reconnaissante par rapport à ce que tout le monde a pu faire, mais oui, à plusieurs reprises, j'ai dû me séparer de groupes ou de labels pour pouvoir mieux avancer. Est-ce que dans un monde idéal, tous les trois, vous accepteriez de pratiquer votre métier sans être exposé? C'est-à-dire sans être connu, sans être sur les réseaux sociaux, parce que j'ai l'impression que les réseaux sociaux et l'exposition amènent aussi son lot de critiques. Donc, est-ce que dans un monde idéal, vous préféreriez être juste des personnes passionnées de leur métier, qui font leur métier sans être connus, ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui vous plaît? De base, quand tu fais par exemple, moi, le football, je ne l'ai pas fait pour être connu ou quelque chose comme ça. Je l'ai fait parce que j'aimais bien le foot et j'avais envie de jouer au foot et c'est juste ça, quoi. Puis après, au fur et à mesure, allez, tu apprends pendant que tu fais le foot que il y a toutes ces choses-là autour, quoi, tu vois. Mais quand tu commences, moi, je pense pas qu'il y a... Allez, c'est vrai que la génération a peut-être changé. Il y en a qui font du foot en disant, ouais, Je vais être connu. voilà, je veux recevoir tout ça. Mais moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pas pour ça, quoi. Ok. Et toi, Amanda? Hey ah ouais. Ok, d'accord. Bon, j'ai le syndrome de la star. C'est-à-dire? Du coup, mais en fait, c'est pas que le public me nourrit, c'est pas ça. C'est que, en fait, je me dis, il faut que j'interagisse avec les gens, parce que pour moi, la musique, c'est un partage. Du coup, si c'est pour le faire devant mon miroir, ça sert à rien, en fait. Ouais. Si c'est juste du plaisir personnel. Donc voilà. Mais j'aime bien la gloire qui va avec. Au moins, c'est Voilà. dit. Non, bien sûr. Mais voilà, mais c'est plus parce que c'est censé être du partage. La vision de ta musique, c'est le partage. Exactement. Quoi. Voilà. Ok. Et toi, Et Isaline? toi Non, moi, pareil, avoir du public et des gens qui regardent nos matchs et d'avoir un petit peu cette attention, c'est sûr que ça fait du bien. Ça fait du bien. Après, c'est pas pour ça que j'ai commencé à jouer au tennis. J'ai commencé à jouer au tennis aussi parce que c'était une passion, que c'était un sport. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais plutôt douée. Donc, T'avais une idole? Pardon? T'avais une idole, un modèle? Oui, Kim Clijsters. C'est vraiment la personne que j'ai suivie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis de passer au-dessus des critiques? C'est même une question que je peux vous poser à vous. S'il fallait résumer en une clé la chose ou la personne qui vous a permis de passer au-dessus des critiques, c'est quoi? Moi, j'aurais dit se connaître et croire en ce qu'on a en soi. Ouais. Ok. Parce que souvent, la critique, les gens essayent de te dire qui tu es, ou ils essayent de te faire croire qui tu es. Quand tu sais qui tu es, on peut te dire n'importe quoi, ça va passer au-dessus de ta tête. Et quand on va critiquer ce que tu as, et quand tu sais ce que tu as, je veux dire, voilà. Il n'y a pas moyen en fait de te faire douter de quoi que ce soit. Donc ouais. Et bon, je pourrais ajouter une troisième chose, ma foi, mais Bien sûr. voilà. Ouais. Ah, ce qui me fait passer au-dessus. Moi, des fois, j'aime bien les critiques, en fait. Pardon? Ça me... Ouais. Ça te booste? Oui, Ouais, ça me les booste. bonnes critiques, oui. Même pas les bonnes... même les bonnes. Ouais. Moi, Même ça me- les personnes qui disent n'importe quoi. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je vais te montrer que tout ce que tu as dit, Ah ouais, ok. ouais, tu vois. T'as ce tempérament qui permet. Hein? Ok, T'as ce d'accord. tempérament qui permet de faire. Ouais, il y en a, il y en a, c'est peut-être pas tout le monde, mais tu sais, allez, quand on a eu des matchs et tout, que ce soit contre Anderlecht ou Standard, ou je te déteste un beaucoup, si, ça, ok, pas de problème, mon gars, je kiffe. Tu vois. Donc, en fait, après, quand c'est comme je dis, tant que ça reste, allez, il y en a. Quand ces gens-là, ils font pas attention à l'humain et le sportif. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a une certaine limite, mais de base, j'aime bien quand on dit ah ouais, non, lui, il pense que si, ça, ok. Je vais te montrer que si, L'esprit de ça, compétition ça. permet de Voilà. passer par-dessus, quoi. Je vais te montrer que, ok, tu veux faire. Je vais te montrer que. Et toi, Isaline? Moi, je dirais que c'est exactement la même chose. C'est de ouais. leur prouver, tu m'as dit que j'étais nulle, que j'aurais mieux fait d'arrêter.
écoute, regarde où je suis et regarde où toi tu es. Exactement. Moi, ça, c'est des trucs que je kiffe, moi. Ah ouais, moi, ça... Toi, tu viens de Verviers, ça se voit, toi. Non, c'est même pas ça, mais c'est des trucs. Ok, on va voir qui est qui, tu vois. Ok. Et s'il fallait vous décrire, la dernière question, s'il fallait vous décrire humainement, en un mot, ce serait quoi? C'est-à-dire l'humain derrière l'artiste et l'humain derrière la sportive. Ce serait quoi? Je commence avec toi, Isaline. Moi, je dirais une personne très entière. Je prends les choses très à cœur. Et je dirais peut-être une personne aussi honnête. J'ai pas toujours dit les choses comme il fallait. Et je pense qu'avec la maturité, j'ai appris à un petit peu mieux m'exprimer. Mais j'avais toujours... quand j'apprécie pas quelqu'un ou quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais toujours le dire et je préfère qu'on ne m'apprécie pas parce que j'ai justement dit les choses cash plutôt que de les dire derrière. Et je pense que les personnes qui m'entourent et mes proches sont au courant de cette personnalité que j'ai et que mes amis apprécient aussi ce côté-là. Et c'est sûr que dans le monde du tennis, ça a été... très souvent critiqué parce que on aime bien entendre les mêmes choses. On a tendance à entendre des interviews de personnes qui disent oui, je suis super content d'être là, j'ai fait un super match, merci au public, alors que y a des jours où tu n'as pas envie d'être là, tu as juste envie d'être chez toi. Ouais. Et je pense que c'est très important aussi d'en parler parce que sinon on a l'impression, les gens qui nous suivent ont l'impression qu'on est des robots alors que on reste une personne, et on reste un humain quoi. Et c'est important aussi de montrer qu'on a les mêmes galères qu'une personne normale et que c'est pas parce qu'on est un petit peu plus exposé médiatiquement qu'on ne doit pas subir ce genre de choses. Bien sûr. Et toi? J'ai kiffé ta personnalité. C'est gentil. Non, c'est comme ça qu'il faut être, je te jure, parce que sinon... On va te manger. On n'est pas perçu comme arrogant des fois quand on a une forte personnalité. Des fois, j'ai déjà entendu des gens qui ont dit toi. Ouais. Mais après, en fait, ces personnes-là, ils te connaissent pas. Tu vois. Après, quand tu connais la personne vraiment, les gens entourage, ils savent que non. Voilà, exactement. C'est plutôt, allez, tu as de l'assurance, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu fais. Et c'est pas de l'arrogance, quoi, tu vois. Et c'est souvent les personnes qui te connaissent pas qui disent « Oh, lui, il est arrogant ». Mais quand ou bien qui te voient dans un contexte exactement. Qui mais n'a quand rien à voir avec... Exactement. Quand tu es au quotidien avec la personne, tu dis « Mais en fait, ce type-là, c'est une crème, quoi, tu vois ». Après, ils évoluent dans un milieu où, comme l'a dit Isaline, on n'aime pas les gens qui disent tout haut ce que les gens pensent tout bas. Tu vois, je pense que c'est surtout ça. C'est des milieux où souvent il y a de l'entre-soi et il faut... aller dans le sens du poil. Il ne faut pas frustrer quelqu'un, il ne faut pas aller à l'encontre. Ah, c'est telle personne-là, il ne faut pas dire ça. Ah, tel journaliste. S'il veut son interview, il faut la lui donner à lui, tu vois. Sinon, tu vas avoir ta note qui va être dégradée, etc. Donc, c'est des milieux où, quand tu rentres, et c'est ça justement, c'est qu'au départ, comme ils l'ont dit il y a quelques minutes, ils commencent à chanter, à taper dans un ballon, à prendre une raquette par passion. Et puis, ils rentrent dans ce milieu, comme l'a dit Polo, en découvrant que il y a plein de paramètres autour d'eux. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que ces paramètres te dénaturent, parce que si à un moment, tu as pu percer dans ce milieu-là, c'est parce que tu y es arrivé en étant ce que tu étais. Il faut garder ça. Parce que sinon, cela, on va te l'enlever, ça va enlever tout ce que tu es, et donc ta force, en fait. Donc, toutes tes capacités, toutes tes qualités qui ont fait qu'à un moment, on t'a sélectionné, on t'a pris ou tu as émergé, mais elles vont disparaître et tu vas devenir une personne lambda. Qu'est-ce qu'on dit souvent d'un bon artiste qui chante, c'est... Voilà. Quand tu chantes, ton album, mets ce que tu as. Tu vois, sois authentique. Là, ici, tu as envie de pleurer, pleure. Si tu as envie de dire des vérités parce que tu as connu ça, dis ces vérités-là, tu vois. Mais ne te retiens pas parce qu'au final, même ça, ton public, il le saura, tu vois. Donc, c'est ça surtout. En parlant d'arrogance, c'est vrai que certains t'ont dit « Ah, Amanda, elle est arrogante ». Oui. Alors que, allez... Est-ce que tu peux un peu expliquer ça et tout ça? Alors qu'au final, tu nous as dit, oh non, moi, j'aime pas trop parler, ça me met un peu mal à l'aise, etc. pas les réseaux et tout ça, mais c'est vrai. Bon, déjà, il y avait deux choses. Tu m'avais demandé de me décrire en un mot. Sorry, on va t'inquiète ça pour après. Humainement, tu n'es pas arrogante. Justement, donc je ne suis pas arrogante, mais je suis plutôt généreuse dans le sens.
où, comme j'ai dit, pour moi, la musique, c'est le partage. Et dans tout, en fait, je veux dire, tu ne reçois pas quelque chose pour le garder pour toi, tu dois le... Tu vois, ça doit être un partage. Que ce soit ton savoir, que ce soit ce que tu as, enfin, peu importe. Mais c'est important pour moi. Et du coup, oui, arrogante parce que, bon, je suis quelqu'un d'assez solitaire. On ne dirait pas, mais je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais très sociable. Mais de prime abord, quand je me retrouve dans certains contextes, je vais d'abord analyser, je vais d'abord regarder qui est là. Tu es très observatrice. Voilà. Et bon, je peux sourire, je peux rigoler, mais quand je suis dans mon élément, par exemple, avant prestation, je ne vais pas commencer à parler avec tout le monde, en fait. Donc, je vais rester dans mon coin et je vais pas trop parler. Et du coup, petite anecdote, ce qui arrive souvent, avant concert, je suis dans ma loge, donc j'ai besoin d'un temps pour moi, donc un temps calme où je parle à personne de toute manière, parce qu'on sait que je ne parle pas avant les concerts, vous savez. Et du coup, toutes les 5 minutes, tu as quelqu'un qui rentre dans la loge parce qu'il faut me dire un truc. On rentre, oui, excusez-moi, il y a moyen de faire une vidéo. Ok, d'accord. La personne rentre, tu fais ta vidéo, elle ressort. Donc tu dis, ok, maintenant j'aurai mon temps pour moi. T'attends. Quelqu'un toque à nouveau. Ah, il y a quelqu'un qui aimerait bien faire des photos avec vous. Est-ce que c'est possible? On ne veut pas trop vous déranger. Ok, d'accord, on prend des photos, il n'y a pas de souci. Quelqu'un ressort, 5 minutes après, quelqu'un re-rentre. Vous avez besoin de quelque chose, du thé, machin? Non, ça va, on a tout ce qu'il faut. Ok, d'accord. La personne ressort, 5 minutes après, quelqu'un re-rentre. Et au bout de la 10e fois, ça commence à piquer. On est humain, donc à un moment donné, on peut dire, écoutez, est-ce qu'il y a moyen juste de plus rentrer, en fait? Est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un se mette devant, que plus personne ne rentre? Et du coup, la énième personne qui vient et qui aimerait bien prendre des photos, ou bien après concert où tu es KO, en fait, tu as transpiré, ton make-up, il a fondu, tu veux faire une retouche, tu veux boire de l'eau, je sais pas, enfin, respirer 2 minutes, et que là, il y a une file de gens qui t'attendent pour faire des photos, et en fait, t'as la flemme. T'as la flemme, et du coup, les gens qui viennent et qui veulent parler avec toi et qui veulent avoir une interaction avec toi, et t'es juste épuisé. Donc, allez, tu ça, ils ne le voient pas, ça. Oui, ils ne le voient pas. Mais donc, à certains, et surtout ceux qui sont en fin de file, tu leur donnes le minimum du minimum. Genre, ok, oui, d'accord, merci. L'autre personne, s'il vous plaît. Donc, la personne se dit, mais quoi, on m'expédie c'est ça. Et alors que non, c'est juste que... Il y a eu un contexte avant ça. Voilà, il y a un contexte avant ça. Des fois, on est juste fatigué. Ou ça m'est déjà arrivé, j'étais à l'aéroport. L'avion, il ne va pas m'attendre. C'est sûr. Je dois courir jusqu'au gate et quelqu'un me reconnaît en passant. S'il vous plaît, il y a moyen de prendre une photo. Mon avion. Oui, mais juste une photo. Mais mon avion. Bien sûr. Et j'ai dû dire non 2-3 fois. Et j'ai eu des échos de gens qui disaient oui, elle n'est pas gentille, elle ne veut pas prendre de photos. Mais non, en fait. Enfin, les gars, vous me demandez de prendre une photo, je vous dis je cours pour avoir le train ou je cours pour avoir l'avion. Bien sûr. Enfin, Il faut avoir un peu de discernement. Et Ce qu'elle a dit, et souvent les gens, ils vont retenir que ça. Oui, voilà. Alors que juste avant, il y a eu 50 personnes qui ont eu ton temps et qui ont Voilà. une photo. Voilà. On dirait que ça faisait quoi? Quelque chose qui te a un souvenir? Tu disais que ça te parlait? Oui, moi j'ai eu 1 ou 2 fois le cas quand on est, je sais pas, quand je suis par exemple avec ma famille et qu'il y a une personne qui demande une photo, c'est des moments qui sont tellement précieux, on n'est jamais avec eux. Surtout toi qui voyages partout. Et je suis jamais à la maison. Et bon, après, je le fais, mais potentiellement, il y a une fois où il pourrait arriver que je dise non. Et je suis persuadée que les gens vont critiquer ça, quoi. Ouais, en tout cas. Par contre, tu as parlé de la vision de ta musique, c'est du partage. Le chant que tu vas nous faire, qu'est-ce que tu veux nous partager, justement? Écoute, c'est une chanson que j'ai écrite à une période où je doutais beaucoup de moi. Et je regardais beaucoup les réseaux sociaux. Je voyais un peu tout ce qui se passait dans la vie d'autres personnes. Tout le monde accomplissait des choses. Des gens se mariaient, des gens étaient propriétaires, des gens aussi, ça. Et j'avais l'impression que de mon côté, ça avançait pas comme il fallait. Et du coup, je me rendais compte de ça sans vraiment m'en rendre compte. Et une amie à moi passait par la même chose à ce moment-là. Et donc, elle m'a parlé ouvertement en disant « Oui, pourquoi moi? Pourquoi eux et pas moi? Je fais tout ce qu'il faut. J'ai été à l'école, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais les choses n'avancent pas dans ma vie. Pourquoi moi ?» Et donc, je me suis retrouvée à la conseiller. Et en la conseillant, je me suis rendu compte que je me parlais à moi-même aussi.
Et donc, du coup, je lui ai dit en quelques mots, en fait, parfois on ne se rend pas compte de ce qu'on a entre les mains. Bien sûr. Et que le mieux, en fait, c'est d'être soi-même au lieu de chercher à être quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne sait pas, en fait, ce par quoi les autres y passent. Donc, on est là, on a envie, on ne sait pas comment est-ce que cette personne... qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là où elle est arrivée, quel sacrifice elle a dû faire pour arriver là où elle est. Donc, du coup, je lui ai dit, concentre-toi sur ce que tu as, peu importe le temps que ça prendra, mais ça va arriver. Donc, je lui ai dit, garde la foi, il n'est pas trop tard, parce qu'en fait, chez les femmes, souvent, il y a le facteur temps que la société nous rappelle, que les hommes ont un peu moins. Et du coup, souvent, on nous dit, oui, tu as une horloge. Du coup, on est un peu pressé par tout ça. Et je lui ai dit, écoute, il n'est pas trop tard. Donc, regarde ce que tu as entre les mains et avance. Et de ces conseils a découlé un chant Exactement. que tu vas nous prester aujourd'hui. Oui. Eh ben, en tout cas, avant ça, je veux vous remercier. Isaline et Amanda, c'était vraiment excellent, très humain, profondément humain. Et bon vent pour la suite. Merci. Thank you. Merci. How much time do you spend wanting what they have? Praying God to bless you just like He blessed them. Ashamed of your life, you think you are stuck with your fate. Mad at the world 'cause your dreams are too far away. Sometimes you don't realize how fortunate you are. Be yourself instead of someone else. Keep the faith, it's never too late. Whoa, if I were like him or just like her, I would not feel happier on this earth. Whoa, if I had just my life to live over, if I insecure because of all those beauty myths, acting happy when you are afraid to fail. Your friends get married, yet where is your better half? Betrayed too many times, you won't trust their praise. Kila mara ujue malika nayo, lakini baki peke vile wiko, tumaini siku yako bado. Oh, if I were like him or just like her, I would not feel happier on this earth. Whoa, if I had just my life to live over, if I sometimes you don't realize how fortunate you are. Hey, you way, don't be one you way. Hey, you way, Papa one you way. Hey, you way, Sheila one you way. Hey, you way, if I were like him or just like her, I would not feel happier on this earth. Oh, if I had just my life to live over, if I realize how fortunate you are. Sometimes you don't realize how excellent you are. Be yourself instead of someone else. Keep the faith, it's never too late.
Sometimes you don't realize how blessed you are. Be yourself instead of someone else. Keep the faith, it's never too late. Sometimes you don't realize how beautiful you are. Be yourself instead of someone else. Keep the faith, it's never too late. And I realize how excellent I am, so I will keep the faith, yeah. For me,